Bonjour à tous, et moi c'est Kamal Aboubakar. Je suis infographiste freelance, je suis communicant et je suis promoteur de la langue Soussou. Je suis dans le podcast Dissidence. Bienvenue à vous. Aujourd'hui, on va être dans l'africanité, on va être dans le nationalisme, si je peux me le permettre. On reçoit Aboubakar Kamara et l'aspect dans votre présentation qui nous intéresse le plus aujourd'hui, c'est Aboubakar Kamara en tant que promoteur de langue. Oui. Et ça va? Ça va très bien, oui. Ça Avant va, de oui. débuter, on aime bien poser cette question pour savoir réellement si ça va, si on peut commencer. Et à travers, on vous suit beaucoup sur les réseaux sociaux et il y a plusieurs aspects liés au développement dans le pays. Pourquoi, au vu de tous ces aspects liés au développement-là, c'est sur la problématique liée à la langue qui vous vous intéressez? Voilà. Merci beaucoup pour cette question, monsieur Silla. Pour commencer, je voudrais adresser mes condoléances à la Guinée et à la communauté Soso, surtout à la Basse-Guinée, pour la perte d'un grand homme, le Kuntigbe de la Basse-Guinée, Elad Mamadou Kamara, que nous avons perdu malheureusement hier, le lundi. Nous prions Dieu que son âme repose en paix et que le Tout-Puissant, omniscient, omnipotent, omniprésent, l'accueille dans son royaume éternel. Amen. D'abord, pour la question de savoir pourquoi ce combat, et surtout, l'aspect linguistique. Oui, effectivement. Donc, quand vous prenez par exemple la Guinée, nous avons jusqu'à plus de 33 ethnies en Guinée. Donc, chacune de ces ethnies a ses spécificités. Et je me suis demandé un jour qu'est-ce qu'il faut de ma part pour apporter à la Guinée et pour le développement de la Guinée. Donc, lorsque j'ai eu affaire avec un Sénégalais, il me parlait en Wolof. Ok. Quand nous communiquons, il parlait en Wolof. Et il parle un peu en français et puis il termine en Wolof. Je lui ai posé la question, j'ai dit pourquoi vous aimez parler le Wolof? Il dit, chez nous, le Wolof est notre langue, la langue nationale. Je savais ce qu'il disait, mais je me suis dit, non, il faut aller en profondeur pour savoir ce qu'il disait. Ok. Donc, c'est en ce sens, je me suis dit, non, pourquoi pas la Guinée? Parce que nous avons pris l'exemple sur l'Indonésie, nous avons pris l'exemple sur le Mali, et le Sénégal aussi était devant moi. Je me suis dit, mais pourquoi pas faire l'exemple de ces pays-là? Ça, c'est en quelle année? Votre conversation? Ça, c'était en 2013. Okay. Ça, c'était en 2013. C'est là j'ai commencé maintenant à faire des sorties. Et c'était pas sur les réseaux sociaux. En ce moment, les réseaux sociaux n'étaient pas comme ça en Guinée. J'ai commencé à aller, je prenais chaque un mois, je partais par exemple dans les villages pour aller rencontrer des vieillards et des sages. Et chaque mois, je partais au moins faire une semaine, deux semaines dans un village. C'est ainsi j'ai eu à accumuler la plupart des connaissances sur la tradition Soso. Et je me suis dit, maintenant, pourquoi ne pas faire ce combat? Voilà, c'est dans ce sens que je me suis lancé pour donner la Guinée une langue et pour toute la Guinée. Ok. La langue dans le contexte guinéen, la langue a quel impact réel sur le progrès d'un peuple ou bien sur le développement? Vous savez, la langue est un outil d'union. C'est la langue qui peut nous unir. Si nous sommes tous unis autour d'une seule langue, nous pourrons parler d'une seule voix. Vous savez, actuellement, la Guinée, quand vous prenez par exemple le Sénégal, dès que vous voyez un Sénégal qui soit Peul, qui soit Mandé, on dit seulement, on l'appelle Wolof. C'est un Wolof. Nous, ensuite, on dit Wolof Enara. Vous voyez, dès que vous voyez seulement un Malien aussi, vous dites, c'est un Bambala. Vous voyez un peu. Donc, on les identifie à travers leur langue. Donc, je me suis dit, mais pourquoi ne pas faire la même chose en Guinée? Quand on voit un Guinéen, on dit, lui, c'est un Soso. Donc, à travers cela, nous pouvons nous unir autour d'une seule langue et pour fonder une nation. Est-ce que c'est possible? Bon, disons, c'est possible. Et c'est même possible maintenant là, à travers la transition. C'est pourquoi souvent je lance plusieurs fois lancé des messages au général Mamadi Doumbouya d'écouter le peuple. Ok. Vous voyez un peu? Ok. Le Pulaar, c'est
sans doute la langue la plus parlée en Guinée, environ parlée par 40% de la population guinéenne. Et pourquoi vous voulez que ce soit le Soussou qui soit la langue officielle de la Guinée, sachant qu'elle n'est utilisée que par 11% et environ 11% de la population? Pourquoi pas le Polar, qui est la langue la plus parlée? Je voudrais répondre d'abord cette question par une autre question. Qui a fait cette statistique? Ce sont des statistiques officielles qui existent. Voilà, ce ne sont pas des statistiques officielles. Vous savez, souvent, c'est la confusion que les gens créent souvent. Et si nous prenons la langue Soussou, je peux affirmer sans doute que plus de 80% de la population guinéenne parle le Soussou. Vous voyez? J'ai dit cela parce que... Ça, ce sont des affirmations personnelles ou bien? D'estimation et mes propres recherches. Je suis allé sur le terrain, j'ai vérifié et j'ai compris que réellement ce que les gens disent, ce n'est pas de la réalité. Voilà. Quand vous dites par exemple que le Pulaar est parlé par 40% de la population, vous savez, quand vous prenez la langue Soussou, et quand vous prenez par exemple les Baga, il y a plus de 6 groupes de Baga. Et parmi ces groupes de Baga, ils ne se comprennent pas entre eux. Mais quand ils se regroupent, ils parlent de Soussou. Donc, quand vous prenez toutes les ethnies de la Guinée, quand 2 ou 3 ethnies se retrouvent ensemble, ils ne parlent plus leur langue, ils parlent de Soussou. Vous voyez un peu. Maintenant, souvent, il y a aussi la question qui revient pour répondre à votre question. La plupart sont ceux qui disent que la langue Soussou s'arrête à Kindia. Voilà, je me suis posé la question, je dis, mais pourquoi les gens disent cela? Maintenant, j'ai eu à effectuer des déplacements même pour aller vérifier cela. Sur le terrain. Sur le terrain. Okay. Je suis allé à Mamou. Je suis allé à Mamou. Il y a plusieurs villes de Mamou que j'ai eu à fréquenter. Et dans ces villes, tous ceux que j'ai rencontrés parlaient le Soussou. Ok. Et qu'on appelle Dialonké. Pourtant, les Dialonké, c'est la même langue. Nous, on les appelle même Soussé Folié. Vous voyez un peu. J'ai passé l'étape Mamou. Je suis allé à l'abbé. Après l'abbé aussi, on a eu un déplacement aussi. Je suis allé à Farana aussi. Okay. Je suis allé à Kalea, je suis allé à Sandenia. Et même le centre-ville de Farana aussi j'allais. Quand vous prenez même Farana, il y a plus de combien de villes de Farana, mais quand vous prenez la majorité partie des villes de Farana, on parle d'Alonkeroui qui est Tsossoroui. Même le centre-ville de Farana, quand vous partez, vous entendez les gens parler une autre langue. Mais quand vous leur parlez en Soussou, ils vous répondent automatiquement en Soussou. Okay. Donc, ce qui veut dire que ce n'est pas ce que les gens rencontrent. La réalité est là, les faits sont là. Et on peut affirmer sans nul doute que la langue Soussou est la langue la plus parlée en Guinée. Environ 40% de chaque ethnie parle cette langue. Ok. Le Soussou a code spécial qui doit me pousser à faire en sorte que ce soit la langue officielle de la Guinée. Premièrement, c'est la langue de la capitale. Ok. Donc, supposons, si c'était le Pulaar qui était la langue de la capitale, donc on devrait adopter le Pulaar comme langue officielle. Si on remontait le temps et que le Pulaar effectivement, si on remontait le temps et que le Pulaar était la langue de la capitale, on a choisi le Pulaar, c'est la langue de la capitale. Ok. Voilà. Je ne voulais pas arrêter de le dire. Ce n'est pas parce que on va choisir la langue Soussou qu'on va abandonner les autres langues. Ce n'est pas cela. Vous savez, quand on parle de la langue Soussou, c'est la langue de consensus de tous les Guinéens. Tous les Guinéens sont d'accord sur la question posée sur la langue Soussou. On est tous d'accord sur ce soir-là. Bon, on peut pas affirmer à 100% que les Guinéens à 100% sont d'accord sur ce soir-là. Les Guinéens sont d'accord sur ce soir-là. Mais on peut affirmer que 80 à 90% sont d'accord parce qu'il n'y a pas une question de 100% là-bas. Vous voyez un peu. Donc, déjà, parce que le combat que je suis en train de mener comme ça, souvent je reçois des appels venant de toute ethnie. Il y en a qui m'appellent, ils disent, je ne peux pas témoigner publiquement, mais je vous appelle, je vous encourage parce que c'est la langue qu'il nous faut. C'est la langue de la capitale, c'est la langue d'union, c'est la langue à travers laquelle tous les Guinéens peuvent se reconnaître. Vous voyez, en un mot, c'est l'identité de la Guinée. Ok. Donc, tu as dit, choisir le Soussou, c'est refuser d'être nos stratégies, c'est créer un pont. Pourquoi il faut vraiment que ce soit le Soussou? Est-ce que ce n'est pas égoïste? Bon, disons, je le dis toujours, c'est pourquoi j'avais dit qu'il faut éviter des questions qui peuvent m'envoyer sur le terrain, sur ce terrain-là. Et dès que vous entendez Soussou, vous sous-entendez directement la paix
l'hospitalité. Donc, ce sont les gens qui sont ouverts à tout le monde. Et les autres? Bon, disons, mais on peut dire par exemple étoffant. Mais tant qu'on ne te dit pas étoffant le foulet, c'est que tu n'es pas encore beau. Ok. Ou bien, quand on te dit tu es orgueilleux, tant qu'on ne te dit pas tu es orgueilleux comme un malinqué, c'est que tu n'es pas encore orgueilleux. Ok, donc ça veut dire que quand on parle de passivité, quand on parle de sérénité, effectivement, on identifie beaucoup plus ces aspects-là au Soussou. Au Soussou, effectivement. D'ailleurs, on dit toujours que la Guinée est un pays hospitalier. On fait référence à ce que les Soussous font. Bien que d'autres le font, mais spécifiquement, ce sont les Soussous à travers lesquels on peut identifier ces choses-là. Ok. Si le Soussou devient aujourd'hui l'unique langue du pays, la langue officielle du pays, est-ce que ça ne serait pas une forme de victoire tribale, une victoire que pour les Soussous? Ce n'est pas une victoire que pour la Soussou. Je le dis toujours que la langue Soussou n'est pas la langue des Soussous. C'est la langue des Guinéens. Je viens de le dire, c'est tout de suite que lorsque deux ethnies se retrouvent, qui ne se comprennent pas, elles parlent le Soussou. Donc, ce n'est pas une langue pour la Soussou, c'est la langue des Guinéens. Ceci a été prouvé et voilà. Lonko, par exemple, il est enseigné dans plusieurs universités étrangères. Il a enseigné en France, au Royaume-Uni, en Russie et même aux États-Unis. Pourquoi ne pas choisir plutôt Lonko qui bénéficie d'une certaine visibilité internationale que le Soussou qui n'est enseigné nulle part ailleurs? Vous n'avez pas compris parce que il y a une question. Je sais pas comment je vais expliquer ça. Lonko n'est pas une langue. Ce n'est pas une langue. Il faut le préciser. Ce n'est pas une langue. C'est un système d'écriture. C'est un système d'écriture comme l'Adlam. Voilà, l'Adlam et le Kolosebeli. Vous voyez un peu. Quand vous prenez par exemple le Kolosebeli par exemple, vous dites que ce n'est enseigné nulle part. Pourtant, c'est enseigné actuellement en France et aux États-Unis. Les gens sont en train d'étudier cette écriture, cet alphabet. Vous voyez un peu. Donc, l'Onko aussi, c'est la même chose que le Kolosebeli, c'est la même chose que l'alphabet français, c'est la même chose que le latin. C'est un système d'écriture à travers lequel on se sert pour transcrire les langues. Voilà, ce n'est pas une langue. On peut utiliser l'Onko pour transcrire en Soussou. On peut utiliser l'Onko pour transcrire en français. C'est la même chose que le Kolosebeli. Le Kolosebeli, par exemple, j'ai fait plusieurs exemples. On prend le Kolosebeli, on utilise le Kolosebeli pour écrire en langue Pula, en langue Pelé et en langue Malinké. Donc, l'Onko est un système d'écriture, tout comme le Kolosebeli. On peut pas dire, par exemple, que la langue Kolosebeli, c'est une confusion qu'il faut oublier. On peut pas dire, par exemple, la langue Nko ou la langue Adlam. Mais l'écriture Nko ou l'alphabet Nko, l'écriture Kolosebeli ou alphabet Kolosebeli, pareil que Adlam aussi. Donc, c'est un peu à ce niveau. Ok. L'Onko, par exemple, il est assez connu. Comme je l'ai dit tout à l'heure, à l'étranger. Pourquoi ne pas se référer de sa langue de base, par exemple, le Mandinka, pour que ça soit la langue officielle du pays? Parce que c'est beaucoup plus connu. Je peux particulièrement me baser sur le Kolosebeli. Quand vous prenez par exemple le Kolosebeli, c'est une écriture authentique. Il y en a qui disent que ça a été créé en 2012, en 2013, etc. Mais c'est une écriture qui a été créée 3000 ans avant Jésus-Christ. Le Kolosebeli. Le Kolosebeli. Ça existait bien avant nous. Donc, il y a des tablettes qui ont été vérifiées sur carbone 14 aux États-Unis. C'est là, et ces tablettes-là, souvent, vous voyez mes photos, je suis avec cette tablette-là. Donc, ça a été vérifié. C'est une écriture authentique. Voilà. Donc, chaque mot, chaque lettre de cet alphabet nous parle. Quand vous prenez tout récemment, lorsque nous étions à Kindia, nous avons montré un afficheur maintenant qui peut afficher des chiffres, et comme des panneaux signalétiques. Par exemple, les feux rouges. Tout est en Kolosebeli. Donc, il faut plutôt se baser sur une écriture qui est plus authentique, africain, et
Et soit l'écriture. Ça veut dire que l'onco n'est pas authentique? Bon, je ne pourrais pas affirmer cela. C'est pourquoi je vous ai dit que je préfère plus me baser sur le cours de Sebeli, parce que c'est ce que je connais. C'est ce que je connais, c'est ce que j'utilise, c'est ce que je défends. Bon, quand vous prenez par exemple le cours de Sebeli, il y en a qui disent qu'on ne comprend pas le cours de Sebeli. Mais nous, on a eu à enseigner des gens qui sont venus et une semaine, voilà, qui ont appris pendant juste une semaine, 2 semaines comme ça. Okay. C'est une écriture très facile, un alphabet très facile à comprendre, très facile à enseigner. Ok, qu'est-ce qu'on en gagne dans l'apprentissage, par exemple, de Kore Sebeli? Ce qu'on en gagne, vous savez, vous avez vu les Chinois, et la Chine utilisait une autre écriture. Mais ils se sont dit, non, pourquoi ne pas aller dans l'authenticité? Donc, parce que souvent, quand vous prenez ce que vous avez, vous ne pouvez pas connaître quelque chose plus que la personne qui a créé cette chose. C'est-à-dire, on est là, nous sommes en train de parler le français. On ne pourra pas parler plus mieux le français que le français. Que le français. Vous voyez un peu? Mais si on était là en train de parler Soso, vous voyez, vous me posez des questions. Ouais. Je suis un peu incapable de répondre exactement ce que je ressens. Mais si vous avez la difficulté à mieux exprimer vos pensées. Mes pensées, c'est que je ressens réellement en français. Mais si c'était en Soso, je suis né dans cette langue. On m'a appris cette langue, j'ai appris les traditions de cette langue. Depuis l'enfance. Depuis l'enfance. Donc, si vous me posez une question en Soso, là, j'aime ça aller, je vous dis réellement ce que je ressens. Vous voyez un peu? C'est comme quand vous prenez, par exemple, un enfant, vous le mettez en première année, par exemple. Vous le mettez en première année, en français. Vous prenez un enfant, vous le mettez en première année, en Soso. Maintenant, vous remarquez maintenant l'évolution de ces enfants. L'enfant qui est en première année en français est obligé d'abord d'apprendre la langue française. Ouais. Pour avancer. L'enfant qui est en première année en Soso continue directement son apprentissage parce que déjà il connaît sa langue. Ouais. Il continue directement. Donc si l'enfant qui est en première année en langue française, il doit faire maintenant 12 ans ou 13 ans ou 16 ans sur le banc, l'enfant qui est en première année en Soso fera moins de 12 ans ou moins de 10 ans. Vous voyez un peu. Donc c'est un peu l'importance de se baser sur les écritures locales ou les langues locales pour pouvoir affirmer son indépendance linguistique. Le plus souvent, quand vous faites des posts, il y a les genres de commentaires qui reviennent chaque fois. C'est on n'impose pas une langue, elle s'impose d'elle-même. Que répondez-vous aux gens là? Voilà. Souvent, ces genres de commentaires là, quand ça vient, j'ignore. Ok. Vous savez pourquoi? C'est une majorité des personnes, parce que souvent, il faut aller vérifier ces personnes qui disent cela. Lorsque cette personne dit cela, directement, allez vérifier le compte. Ok. Vous allez trouver que le compte, soit le compte a moins de 10 amis ou 300 amis. En principe, ce compte-là a au moins de 300 amis. Ce sont les faux comptes créés pour venir salir le mouvement. Voilà, le mouvement. Et alors, nous, on est focus sur l'objectif. C'est d'unir la Guinée. Voilà. C'est un peu ça. Mais est-ce que ce combat n'est pas de nature à imposer une langue forcément, parce qu'il y en a plusieurs en Guinée? Ce n'est pas de nature à imposer une langue. La question que vous avez posée, on avait commencé par ça. Il faut pas m'envoyer une question qui va m'envoyer en prison. Vous voyez un peu? Sinon, si nous prenons par exemple la question à savoir, il faut pas, on n'impose pas une langue, elle s'impose d'elle-même. Quand vous prenez la langue Soso, elle s'impose depuis la Première République. Depuis toujours la Première République. C'est la langue Soso qui nous a donné l'indépendance. Comment? Et tous les slogans qu'on brandissait pendant l'indépendance, c'était la langue Soso. Ok. Toutes les braves femmes qui ont combattu, qui se sont battues pour l'indépendance de la Guinée, s'exprimaient en Soso. On sentait en Soso. Tout ce qu'on faisait pendant l'indépendance, tous les slogans, tout.
on disait en Soso. Et même maintenant, quand il y a des plus grandes festivités, quand il s'agit par exemple de supporter le Sili, la plupart des slogans qui sont brandis, c'est le Soso. C'est en Soso. Même à l'international, c'est en Soso. Même les stars qui viennent ici, quand ils viennent, ils s'expriment en Soso. Donc, c'est ce qui signifie que c'est la langue qui s'impose elle-même. Elle s'impose déjà. Maintenant, la question à savoir est, une langue s'impose d'elle-même. On ne l'impose pas. Donc, là-bas, déjà, c'est résolu. Okay. C'est un manque de volonté politique. Il faut le dire comme ça. Voilà. Et, l'expression selon laquelle une langue s'impose d'elle-même, on l'a pas dit pour autre chose. J'ai essayé de détailler un jour sur ma page, et lorsqu'on a voulu, il faut qu'on laisse la partie là. Vas-y. Bon. On est dans dissidence. On est dans dissidence. On dit tout ce qu'on veut. Voilà. Mais bon, il faut pas aller sur un terrain dont tu ne maîtrises pas. Okay. Donc, je préfère laisser ce terrain-là. On va aller sur un terrain que je maîtrise un peu. Ok. Le président, Ahmed Sékou Touré, il a fait la promotion de la langue Soso, pendant l'indépendance. Il a même fait en sorte qu'on apprenne, nos langues pendant après la colonisation. Lui, il avait cette vision de faire en sorte qu'il y ait une langue nationale pour tout le pays. Mais lui, il n'a pas réussi cette mission. Qu'est-ce qui vous dit que c'est vous qui pouvez réussir là où Ahmed Sékou Touré a échoué? D'abord, c'est une ambition. Okay. C'est une ambition. Je ne dirais pas que c'est démesuré, mais c'est une ambition. Je sais, de par mes connaissances et mes expériences, je sais que je pourrais réussir ce combat. C'est un combat déjà réussi, mais comme je l'ai dit, c'est juste un manque de volonté politique. Sinon, c'est un combat déjà réussi. Ok. Qu'est-ce que vous faites alors pour attirer plus l'attention des autorités sur le combat? Voilà. Je suis d'abord en train d'attirer l'attention de la population, du peuple guinéen, pour les faire comprendre que le combat que je suis en train de mener, ce n'est pas un combat pour une seule communauté. C'est un combat pour toute la Guinée que je suis en train de mener. Quoique d'autres envoient ce combat à sur un terrain ethnique. Voilà, sur un terrain ethnique. C'est pourquoi souvent on m'envoie des commentaires, il y en a qui m'écrivent, il y en a même qui m'appellent, parce que j'ai donné mon numéro publiquement, il y en a même qui m'appellent pour me parler d'autres choses, mal d'autres personnes. Mais je suis focus sur ce que j'ai fait. Si je suis là pour les Guinéens, je défends la Guinée. Donc, en défendant la communauté Soso, ou la langue Soso, je suis en train de défendre la Guinée. Donc, c'est un peu à peu près ce que je vais dire à ce niveau-là. Quels sont les genres d'arguments que vous utilisez au quotidien pour convaincre des gens qui sont pas dans l'idée de ce combat? Bon, déjà, on me dit souvent que un Kamala n'est pas Soso. Vous voyez, non? On me dit souvent c'est là, et dès que les gens viennent me dire souvent un Kamala n'est pas Soso. Mais je sais pertinemment que les Kamala sont des Soso. 100%. Voilà, en ce moment. Voilà, mais ce que je dis aux gens là, je leur dis toujours, vous êtes là. Ouais. Vous êtes Soso. Vous pouvez voir des signes là qui se reconnaissent en tant que Malinké. Des signes là qui se reconnaissent en tant que Soliké. Mais quel que soit le résultat, le résultat à la fin, nous allons découvrir que ces trois signes-là ont la même origine. Vous voyez un peu? Moi, je suis Kamala. Je suis Kamala 100% Soso. Okay. On peut retrouver des Kamala, c'est les forestiers. On peut retrouver des Kamala, et c'est les peuples. On peut retrouver des Kamala, c'est les Malinké, qui se reconnaissent, qui se reconnaissent peu. Vous voyez un peu? Mais j'ai dit aux gens là, quel que soit le résultat, quelle que soit la vérité sur l'histoire, vous et moi, nous aurions la même origine, une même personne. Vous voyez un peu? Okay. Donc, ce qui signifie que tout ce que nous sommes en train de dire comme ça là, c'est pour savoir et se connaître nous-mêmes. Nous-mêmes. Parce que déjà, nous avons été divisés. Donc, c'est pour que chacun se connaisse. Parce que le combat que j'ai mené, ce n'est pas seulement un combat pour la langue Soso. C'est un combat pour demander à chacun d'aller vérifier la source. Quand vous connaissez mieux la source, vous pouvez maintenant avancer devant. Okay. Donc, c'est un peu ça. Le combat selon lequel la langue Soso doit être la langue officielle du pays, c'est un combat noble en soi. Mais est-ce qu'il est pertinent dans un pays où les gens sont
sont à la quête de la survie. Un pays où les gens peinent à joindre les deux bouts. Un combat, un pays plutôt où quand les gens se réveillent, ils sont beaucoup plus obsédés à l'idée d'aller à chercher leur gagne-pain, à se nourrir, à chercher à satisfaire les besoins primaires. Est-ce que ce combat est pertinent dans un pays comme celui-ci? Un pays développé, c'est toujours caractérisé par la paix. Si vous vivez en paix, vous pouvez maintenant vous réclamer comme développé. Et quand vous prenez par exemple la Guinée, il y a plusieurs ethnies qui sont en Guinée en ce moment actuellement, jusqu'à 33 ethnies. Mais quand vous sortez, par exemple, si vous prenez par exemple les moments de manifestations, voilà, effectivement des sorties, et vous pouvez voir, et les uns sont là, les autres sont là. Ils se cognent entre eux, ils se discutent entre eux. Mais l'heure de la prière, ils se retrouvent ensemble et prient ensemble. Après la prière, ils repartent encore et s'insulter par-ci par-là. Vous voyez, pendant les matchs de football, nous sommes tous là. Pendant notre équipe nationale, il y a toutes les ethnies dedans. C'est une équipe mixte. Mais pendant le match, nous venons tous, nous soutenons notre équipe. Après le match, on se sépare aussi. Vous voyez un peu. Et ce que je veux dire par là, que l'ethnie a plus d'impact sur le développement. Et bon, c'est un point de départ. C'est un point de départ pour le développement. Si nous sommes unis, nous effaçons l'ethnie. Nous nous considérons tous comme une seule personne. Nous n'aurons pas certains problèmes que nous avons aujourd'hui. En fait, je suis beaucoup plus sur les conditions essentielles de vie. En Guinée, par exemple, il y a la pauvreté. Les gens sont beaucoup plus concentrés sur comment sortir de cette pauvreté-là. Et comment vous pouvez attirer l'attention des gens qui combattent la pauvreté à l'idée de se tourner vers le combat linguistique, par exemple. Vous ne pouvez pas sortir de la pauvreté si vous n'êtes pas d'accord. Si on n'est pas d'accord? Si vous n'êtes pas d'accord entre vous. Si vous n'êtes pas unis. Et les sous disent, par exemple, mais ici, aujourd'hui, chacun se bat individuellement. Nous ne sommes pas d'accord. Les uns peuvent sortir aujourd'hui pendant que les autres sont en train de vendre. Les autres aussi peuvent sortir aujourd'hui pendant que les uns sont en train de chercher les gagne-pain. Voilà. Maintenant, si on est unis, on parle d'une seule voix, on peut arriver à quelque chose. Aujourd'hui, là, je suis en train de réclamer la langue sociale comme la langue officielle. Si on était unis, on dit demain, on va sortir pour réclamer la langue sociale. L'acte sort. De façon massive. L'acte sort, l'autre sort, nous partons au palais. Après demain, on vous allez entendre un décret d'officialité de la langue sociale. Mais vous savez, le problème, c'est quoi? Comme je l'ai dit, c'est le fait que les gens manquent d'argent, en fait, en termes clairs. Quand on s'est réveillé aujourd'hui, les gens sont obsédés par le capitalisme. Tout le monde sort à la recherche de leur gagne-pain. C'est difficile pour quelqu'un qui essaie de combattre la pauvreté, de se lever pour se dresser pour des combats, par exemple, comme la langue, pour dire, faut que le souci soit la langue officielle du pays. C'est ce que je suis en train de dire. Et j'ai précisé que nous ne pourrons pas sortir de la pauvreté sans être réunis. C'est à partir de l'union que nous pouvons parler maintenant de la recherche. Par exemple, nous ne pouvons pas sortir de cette pauvreté sans l'union. Donc, il faut combattre d'abord la division, s'unir et pour parler maintenant d'autres choses. Ok. C'est ainsi. Oui. Si le Soussou devient aujourd'hui, par exemple, la langue officielle du pays, que feront ces jeunes qui sont à la recherche de la science, de la technologie, sachant que ces choses-là ne sont pas dans le langue? J'ai un livre qui parle de la mathématique et de la géométrie, qui est 100% soso, traduit en l'alphabet latin. Mais on lit en soso. Donc, il y a tous les noms, des éléments chimiques, des figures mathématiques ou géométriques en soso. Tout est inscrit. Donc, que feront ces jeunes si on arrive à l'observer de la langue soso? Donc déjà, c'est une question de temps. On ne peut pas observer la langue soso demain et après demain on dit il y a un changement. C'est une question de temps. Il faut laisser un temps. C'est un processus. Oui, c'est un processus et très long.
il faut laisser un temps aux gens de s'adapter, de se sentir à l'aise de parler cette langue. Déjà, chacun se sent à l'aise de parler cette langue. Parce que même vous directement, quand je vous énerve tout de suite là, vous allez parler en soso. Et tant que vous ne parlez pas soso, vous n'allez pas vous sentir maintenant satisfait. Ok. Est-ce que technologiquement, scientifiquement, quand on adopte le soso comme la langue officielle du pays, est-ce que ce n'est pas une façon pour nous de nous renfermer à nous-mêmes, d'être déconnectés scientifiquement et technologiquement de l'autre monde? Bon, pour être clair, moi je préfère même qu'on mette l'embargo sur la Guinée pendant 5 ans. Vous savez pourquoi c'est là? Quand je dis cela, il y en a qui vont penser autrement. Mais je vais vous raconter une histoire que moi-même j'ai vécue. En 2016, on m'avait envoyé un téléphone de la France. Le téléphone Samsung était codé. J'ai appelé la personne en question pour savoir comment je peux dérouler le téléphone. La personne dit non, je suis là, je sais pas comment je vais faire. Il dit ok, il n'y a pas de souci. J'ai envoyé à un réparateur, à un décodeur. La personne m'a dit 400 000. Je dis, j'ai pas ça, il faut laisser à 200 000 ou 300 000 comme ça. J'ai tout fait, la personne n'a pas accepté. Une deuxième fois, si j'allais, c'était pareil. Je me suis dit, d'accord, moi-même, je vais essayer de faire. Parce que je m'y connaissais un peu en informatique. Je suis allé et j'ai travaillé sur le téléphone. Un jour, deuxième jour, je suis arrivé à décoder le téléphone. Ouais. Maintenant, 2016 maintenant là, en 2020, 2021, je décodais les téléphones moi-même. Okay. On m'envoyait les téléphones, je décodais. Maintenant, et en ce moment, maintenant, là, j'avais pas d'activité qui pouvait m'apporter beaucoup d'argent. Mais maintenant, ça m'a un peu poussé à travers les autres activités parallèles. Donc, c'est pourquoi j'ai dit qu'il faut, mettre embargo sur la Guinée pendant 5 ans. Donc, reste fermé pendant 5 ans. Vous savez, actuellement, nous sommes plus basés sur, l'exploitation, le commerce. Mais, il y a pas, nous ne sommes pas basés sur la production, locale. Vous voyez un peu. Donc, tout ce que nous avons est important. C'est comme si nous prenons de l'argent ici, nous avons à l'extérieur. Vous voyez un peu. La sortie massive des devises. La sortie massive des devises. Mais quand vous êtes fermé vous êtes fermé vous-même, vous allez trouver la solution à vos problèmes. Sans être axé sur un regard extérieur. Effectivement. Là, on travaille beaucoup plus sur nos propres stratégies. Les stratégies qui nous conviennent. Des stratégies mieux adaptées à nos réalités. La révolution verte. Okay. Vous voyez un peu. C'est pourquoi, tout dernièrement, j'ai opté pour une politique, c'est-à-dire le pacte agricole. Le pacte de l'agriculture. Où j'ai demandé à chacun, où j'ai fait une proposition à l'État, d'obliger tous les ministres à faire au moins 10 hectares par an. Okay. 10 hectares de champs agricoles par an. Et chaque ministre, chaque ministre, il faut au moins prouver que vous avez 2 hectares ou que vous pouvez faire 2 hectares par an. C'est une sorte de proposition qu'il avait faite dernièrement. Voilà. C'est un peu ça. La proposition était uniquement sur les réseaux ou bien vous étiez parti au-delà? La proposition était uniquement sur les réseaux, mais actuellement nous sommes en train de travailler sur un projet que nous voulons envoyer au ministère de l'Agriculture, déposer là-bas et voir maintenant la suite. Ok, vous êtes seul dans le projet ou bien vous êtes avec des gens? Bon, je ne suis pas seul dans le projet. J'ai eu à créer un mouvement dans lequel la plupart se retrouvent et c'est un mouvement où il y a toutes les ethnies de la Guinée. Je le dis toujours. C'est un mouvement où il y a toutes les ethnies de la Guinée et tout le monde se bat pour la même cause. Nous sommes actuellement à 500, le groupe a été créé même pas. Le groupe existait sur les plateformes et tout là. On en faisait aussi des réunions. Mais en ce moment, on a créé une page aussi pour permettre à chacun de nous d'être dans ce groupe et apporter son idée et ses solutions pour que nous sortons de cette situation. Ok. C'est quoi réellement le Koro Sebeli? Bon, le Koro Sebeli, c'est un système d'écriture, un alphabet authentique qui a été tiré des tablettes anciennes et des hiéroglyphes. Voilà. Et tout dernièrement, nous avons vu le professeur en train de nous montrer une tablette qu'il a retrouvée en Égypte sur laquelle il y avait des symboles qui se trouvaient sur les tablettes qu'il détenait.
Donc, c'est un système d'écriture. C'est un système d'écriture qui existait 3000 ans avant Jésus-Christ qu'il a découvert. Ok, le nom, c'était toujours Khouri-Sébéli? Bon, c'était pas Khouri-Sébéli, mais après le décodage, il a vu que le Khouri-Sébéli était plus basé sur Maliki. Sur Maliki. Ok. Maliki, c'est-à-dire Dieu. Le Dieu du destin. Donc, tout ce qui est l'écriture, tous les détails de l'écriture, on parle de Maliki. Vous voyez un peu. Donc, c'est un peu ça. Il a fait la traduction alors. En disant Khouri-Sébéli. Il a eu à décoder les symboles, les hiéroglyphes. Il a eu à décoder. Et quand vous prenez par exemple le X qui est là, que nous appelons Fendani, quand vous prenez par exemple dans le Laga, après l'initiation, chez les femmes, on mettait des balais superposés comme ça. On dit par exemple Séné Danguidé, côté Danguidé, Ira Sémé Danguidé, Ira Fouri Danguidé. Vous voyez, on vous dit maintenant de décoder. Donc, ce texte, c'est un Fendani. On vous dépose ça. C'est pourquoi souvent c'est le soso. Quand vous faites une action qui n'est pas, que les gens n'apprécient pas, on dit, ah, le mot Fendani Kolo, comme si tu ne connaissais pas Fendani. Donc, Fendani, c'est ce qu'on apprenait dans le Laga. C'est comme si c'était un principe qu'on apprenait dans le Laga. Donc, c'est là où le texte, la Sarthe était intervenue. La Sarthe de Kemeklia. Donc, dans le Fendani. Donc, le Laga, c'est comme une école africaine. C'est une école africaine. Un centre d'initiation. Un centre d'initiation dans laquelle on étudiait les articles de la Sarthe de Kemeklia. Ok. Et qu'est-ce que, dans la grande majorité, qu'est-ce que les gens ignorent sur la langue Soussou, que tu veux vraiment qu'ils comprennent? En fait, je le dis souvent que, Soussou, ou le makui, Fona ou les fala. Voyez un peu. Tous les mots que vous prononcez en Soussou ont un sens. Vous voyez? Tous les mots que vous prononcez en Soussou ont un sens. Quand vous prenez par exemple, si je prends histoire ou Kini c'est compte. Okay. Quand vous prenez Kini, qui c'est par exemple offrir quelque chose à quelqu'un. Ni c'est âme. Vous voyez un peu, c'est-à-dire offrir à l'âme. Quand vous faites un compte, c'est-à-dire on éveille votre conscience. On vous éduque à travers ce compte. Donc c'est ce que les Soussous disent Kini. Vous voyez un peu. Voilà. Donc tous les mots que vous dites en Soussou ont un sens. La langue Soussou est faite d'histoire. Tous les mots de la langue Soussou ont un sens. Ont une signification, oui. Ok. Maintenant, quelles sont les idées reçues sur le Soussou que toi tu aimerais vraiment déconstruire? Voilà. Les idées reçues, par exemple, sur le Soussou que j'aimerais déconstruire, je ne me permets pas souvent de l'expliquer en public ou me prononcer sur ça en public. Mais c'est important parce que ça permet aux gens de changer leur perception. Il se peut que les gens, forcément, c'est pas parce que ils ont de mauvaises intentions qu'ils font ça, mais c'est juste des idées reçues, peut-être en famille ou bien dans la société comme ça. Mais c'est à travers les causeries que les gens peuvent vraiment comprendre la réalité cachée derrière certaines choses. Ok. Si nous prenons par exemple les mots comme Malebeki. Vous voyez, non? On dit souvent Malebeki. Et on dit les Soussous sont des Malbeki sans les bacs. Vous voyez, non? Bon, c'est pourquoi lorsqu'on a commencé, j'avais dit que la langue Soussou n'est pas que pour les Soussous, c'est la langue des Guinéens. Vous voyez? Mais souvent en Guinée, les gens prennent tous ceux qui parlent la langue Soussou comme des Soussous. Donc dès que vous êtes tout de suite là, vous venez d'une autre ethnie, vous faites quelque chose en parlant Soussou, on dit ce sont les Soussous. Vous voyez un peu? Pourtant, tous ceux qui font ces arts de Soussou ne sont pas des Soussous. La plupart de ceux qui font ces arts de Soussou ne sont pas des Soussous. On dit par exemple, les Soussous sont fainéants. Vous-même, vous pouvez aller dans les administrations. Tous les Soussous que vous voyez dans les administrations, ils font ce qu'ils font, c'est purement technique. Et partout où il y a technique, c'est là-bas où ils sont. Vous voyez un peu. Si vous sortez par exemple aujourd'hui, vous partez à Dabondi, tous ceux que vous allez trouver là-bas, les menuisiers, tout. Ce sont des Soussous. Ils font des tout ce qu'ils font, c'est technique. Les menuisiers, les maçons, c'est un eux. Ceux qui font l'agriculture, c'est un eux. Donc, tout ce qui peut développer la Guinée, c'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font. Concernant sur la production locale, c'est ce qu'ils font.
Vous voyez un peu. Maintenant, à la question de savoir fainéant. C'est faux parce que ouais, il y a des sous bosseurs, il y a des sous qui travaillent. Moi, j'ai commencé à travailler. J'ai pris mon indépendance en 2007. J'ai pris mon indépendance en 2007. C'est en 2007, j'ai fait mon examen d'entrée en 7e année, pendant Kouyaté. C'est là que j'ai pris mon indépendance. J'avais commencé des activités depuis 2007. Il y en a qui me regardent aujourd'hui, ils peuvent témoigner. Vous voyez un peu? Donc, si c'était le travail qui donnait de l'argent, le travail qui donnait de la recherche, le courage qui donnait de la recherche, je serais aujourd'hui l'un des plus grands riches de la Guinée. Ouais. Vous voyez un peu? Ouais. Et à cette question de savoir aussi, ils travaillent pas, ils font pas ça. Vous savez, c'est ici, tout le monde est venu. Donc, quand vous prenez ça, ici, tout le monde est venu. Quand vous partez aussi ailleurs, vous vous installez là-bas. Dans les autres régions. Vous allez trouver des bosseurs, vous allez trouver des qui ne font rien. Ouais. Voilà, parce que vous êtes allés séduire. Donc maintenant, tout le monde est là. Donc on ne connaît que les réalités d'ici. On ne connaît pas les réalités de l'autre côté. Mais moi qui vous parle aujourd'hui comme ça, je suis sorti. Sur le terrain, je suis allé, j'ai vérifié, j'ai trouvé que c'est les mêmes réalités, c'est les mêmes personnes, effectivement. Vous voyez un peu. Donc c'est ces choses qu'il faut essayer de déconstruire. Et en plus, il y a aussi une chose que j'aimerais déconstruire. Vous savez, on dit souvent, les socio est différent des socio. Je ne sais pas si les gens le font par ignorance, mais c'est être, je sais pas comment je vais expliquer ça. C'est par ignorance. Les gens ne le savent pas. C'est par ignorance. Parce que quand vous prenez par exemple, socio et socio, c'est à peu près la même chose. Ce n'est même pas à peu près, c'est la même chose. Vous savez, les socio ont été les premiers à rentrer en contact avec les Anglais. Quand vous prenez le terme socio, le mot socio, pour les Anglais, et ils prononcent S-U. C'est pas comment on prononce ça en anglais, c'est so. Vous voyez un peu? Donc, après les Anglais, les Français sont venus. Lorsque les Français sont venus, les Français ont utilisé le même mot. Le même mot, mais qui était écrit en anglais, S-U, ils prononcent comme sous en français. Donc, c'est ce système-là qui a été modifié et est devenu sous. Sinon, sous et sous, c'est le même mot, mais, mais prononcé différemment à travers les langues. Sinon, quand vous prenez aussi, dans toutes les langues de la Guinée, et souvent, il y a des gens qui m'envoient des questions. J'ai dit, dès que tu m'envoies des questions pareilles, j'ai pose la question. J'ai dit, comment toi tu appelles des sous dans ta langue? La personne dit clairement, soso. Il dit, maintenant, quelle est la différence entre soso là que tu appelles dans ta langue et les soso là? Il dit, non, je sais, mais soso, bon, vous savez, il y a des gens qui font semblant de dormir. C'est pas facile de les réveiller. Vous voyez un peu? Il y a aussi quelque chose qu'il faut savoir. On dit souvent, les talonqués sont différents des soso. Vous voyez? Pourtant, c'est les mêmes personnes. Les mêmes personnes, mais qui ont pris des appellations différentes. Moi, je résume toujours, je dis, ceux qui ont quitté le Fouta Djallon ou la Haute-Guinée pour venir s'installer en Basse-Guinée, ils sont venus avec le nom de leur empire, qui est Soso. Donc, on les appelait les Soso. Qui suis arrivé à détailler tout cela. Vous voyez? Ces Djalonqués là, je suis allé encore à la rencontre aussi de ces Djalonqués qui m'ont aussi dit clairement que c'est eux-mêmes qui sont Soso-foliés. C'est-à-dire, les anciens Soso. Vous voyez un peu? Donc, c'est ce qui signifie que c'est la même chose. Et c'est les mêmes personnes. Et, bon, à ce niveau, je n'ai pas de difficulté à ce niveau parce que, c'est déjà déconstruit. Les Djalonqués eux-mêmes se réclament Soso. D'accord. Ouais. C'est quoi le mouvement Wonsosori Fala? Le mouvement Wonsosori Fala est un grand mouvement. C'est un grand mouvement qu'on a créé pour donner plus d'engouement à la promotion de la langue soso. Vous voyez un peu. Donc, c'est un mouvement dans lequel se trouvent toutes les ethnies de la Guinée. Et je continue aussi à appeler tout le monde à venir adhérer à ce mouvement et pour qu'ensemble, on puisse dire, ce ne sont pas seulement que les sosos qui font cette promotion, c'est l'ensemble de la Guinée qui fait la promotion de la langue soso. Nous sommes à une époque
en Guinée, où les gens font beaucoup plus l'éloge des langues étrangères que nos langues nationales, par exemple. Il y a beaucoup de gens qui préfèrent donner beaucoup plus d'argent à apprendre l'anglais, à apprendre le mandarin, à apprendre le doche pour des raisons capitalistes. Et est-ce que vous pensez vraiment qu'un mouvement comme Moïse Sissoko Fala peut atteindre sa cible? Ce mouvement a atteint déjà sa cible. Vous savez, même en tant que prophète, les gens ont commencé par un groupe, 2 groupes, 3 groupes, 4 groupes. C'est ainsi, c'est devenu maintenant une idéologie générale qui a pris tout le monde entier. Vous voyez, que nous-mêmes avons été victimes. Vous voyez un peu. Donc c'est comme ça. C'est un mouvement qui grandit chaque jour. Et à la question aussi de savoir pourquoi les gens se basent plus sur les langues étrangères ou ces langues étrangères là, il faut dire que c'est un système disons c'est la mondialisation. J'ai dit tout le temps qu'il faut nous enfermer, mais bon, c'est la mondialisation. Il faut prendre ce qui est bon chez les autres et laisser ce qui n'est pas bon. C'est-à-dire, prenez ce qui est bon sur les autres, venez, vous envoyez chez vous, vous mélangez avec ce que vous avez, vous le faites. Et voilà. Maintenant, c'est pour la proposition qu'elle avait faite tout dernièrement. Vous avez dit qu'il faut prendre la langue sociale comme langue officielle de la Guinée et prendre maintenant, la langue française comme la langue de l'administration et etc. Moi, j'aurais beaucoup plus préféré qu'on reste exclusivement focus, concentré sur nos langues. Moi, j'aimerais bien qu'on arrête même d'enseigner, que ce soit l'anglais ou bien toute autre langue dans les écoles guinéennes. Il faut proscrire l'anglais, il faut arrêter l'enseignement de l'anglais, il faut arrêter tous les professeurs qui se font de l'argent en ouvrant des instituts, des centres de formation pour enseigner l'anglais pour des raisons capitalistes, pour des raisons impérialistes. L'anglais ne nous amènera nulle part. Et l'anglais ne nous permettra pas d'être une grande nation. L'anglais ne nous permettra pas de nous exporter. Il faut qu'on soit vraiment concentré sur l'idée selon laquelle il n'y a que nos langues qui peuvent nous permettre de nous exporter. Il n'y a que nos langues qui peuvent nous permettre de nous vendre ailleurs. Les Chinois, si j'étais dans la politique selon laquelle l'anglais, c'est la meilleure langue, c'est la langue qui nous permet de nous vendre, aujourd'hui, ils ne seraient pas en train d'enseigner le mandarin dans des pays comme la Guinée, par exemple. Aujourd'hui, il y a beaucoup de Guinéens qui paient assez d'argent, énormément de fortune pour apprendre des langues comme le mandarin et même ailleurs dans les universités étrangères le mandarin est enseigné, mais nous sommes jusqu'à présent dans la logique selon laquelle il faut apprendre l'anglais. Quand tu apprends l'anglais, tu pourras avoir ça. Moi, je connais des professeurs d'anglais qui ne gagnent même pas 5 millions par mois. Ils sont très pauvres. Donc l'anglais, pour moi, il faut qu'on arrête vraiment d'enseigner ça à l'école. Il faut qu'on soit beaucoup plus focus, comme je l'ai dit, sur nos langues. Il n'y a que nos langues qui peuvent nous permettre de nous vaincre, de nous libérer de l'impérialisme et du capitalisme. Est-ce que vous avez un peu la même pensée que moi qu'il faut arrêter d'enseigner l'anglais dans les écoles? Effectivement, j'ai la même pensée que vous. Mais comme je l'ai dit, c'est un processus. C'est un processus. Il ne faut pas mettre la charrue sur, vous voyez un peu. Donc, c'est un processus. Donc, il faut suivre comme ça. On peut pas venir tout de suite là, on dit, maintenant là, c'est la langue sociale qu'il faut parler, c'est la langue sociale qu'il faut enseigner à l'école, c'est la langue sociale qu'il faut utiliser dans l'administration, les décrets, tout et tout. Alors que la plupart maintenant ont grandi avec la langue française, ont utilisé la langue française à l'université, vous voyez un peu. Donc, c'est un long processus qu'il faut suivre. Il faut suivre, on suit l'évolution. Et arriver à un certain moment, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, on pourra trouver maintenant, la population maintenant est ancrée sur leur langue locale. Et l'éducation maintenant est en avance en langue locale. Et aussi, l'administration aussi est en avance à travers tous les éléments qu'on va mettre en place maintenant par rapport à l'éducation, à l'enseignement des langues locales. Donc, arrivé à un certain moment, on peut dire maintenant, c'est bon, on a au complet, on peut maintenant bannir les langues étrangères et on se contente de cette langue. Mais en ce moment-là, ce n'est pas possible en ce moment, mais ça sera possible. Et dans quelques années, c'est un processus. Est-ce que vous croyez à la mondialisation? Et je ne crois pas à la mondialisation en partie. Et c'est une question d'intérêt. C'est une question d'intérêt. Il y a des gens qui vivent aujourd'hui, de ça. Voilà, de ça. Et nous-mêmes, on est là en train de parler, on fait passer notre message.
C'est à travers la mondialisation qu'on est là. Bon, on n'a pas commencé très tôt. Si on avait commencé très tôt, nous aussi, on serait là à enseigner d'autres choses que nous avons pu réaliser ici en Guinée aux autres. Bon, c'est pourquoi souvent, il faut, on est là. C'est ça l'importance de cette promotion. Voilà. Qu'il y a quelque chose de nous-mêmes aussi qu'on va aller vendre aux autres. Moi, de mon côté, je ne crois pas à la mondialisation. Moi, je pense que la mondialisation, c'est une arnaque. C'est un faux débat qui a été inventé dans le but de tromper les Africains. C'est toujours nous, les Africains, on doit accepter ceux qui viennent d'ailleurs, nous devons consommer. En gros, nous devons ouvrir les portes à tout ce qui est extérieur. Mais quand un Africain part dans le processus de mondialisation pour enseigner autre chose aux autres nations, tu vas voir que ça ne va jamais passer. En France, aujourd'hui, tu pars en tant que Guinéen, tu veux enseigner, par exemple, des connaissances guinéennes aux Français. Ce sont des choses qui ne vont jamais passer. Moi, je crois qu'on doit arrêter ces histoires de mondialisation. Il faut accepter ça parce que c'est nécessaire. Le monde est ouvert. En fait, c'est quand on est là, on pense là. C'est quand on est là, en fait, comme vous l'avez dit au départ, nous sommes très hospitaliers. On aime accueillir les gens. Et ça fait qu'on est toujours ouvert aux idées étrangères, aux connaissances étrangères. Mais quand c'est le contraire, ça ne peut pas passer. Moi, je pense que la mondialisation, c'est un faux débat. Il faut se débarrasser de tout ce qui est extérieur. Comme vous l'avez dit, moi, je trouve l'idée très charmante. Il faut mettre l'embargo sur la Guinée. On doit rester enfermé pendant minimum 15 ans. 15 ans, S'il faut même prolonger, prendre 30 ans, on reste enfermé. On se concentre sur les solutions guinéennes ou bien des solutions africaines. On trouve des solutions vraiment adaptées à nos propres réalités. Comme ce qu'on dit, et na mort mo fosorona, elle m'a kagé na ngbogoyi. Voilà. Diwuli mulama be, nabila la asuru ngalani. Asuru ngasina nani, afatu asafene. Voilà, c'est un peu comme ce que vous avez dit. Ce sont des systèmes, ce sont des idéologies qu'on a imposées aux Africains. Parce qu'ils savent réellement que les Africains comprennent mal, interprètent mal les choses. Vous voyez, sinon la mondialisation en soi, elle n'est pas mauvaise. En soi, elle n'est pas mauvaise. Mais la manière dont les Africains perçoivent cette idéologie, c'est ça la manière. Quand vous prenez par exemple le système LMD, c'est un système qui moi-même j'ai apprécié, tellement même j'ai apprécié. Mais les gens ont très mal interprété. Vous savez, l'Africain, on dit par exemple, c'est le procès donne 10 à 40%. Le reste, c'est pour le délai. Maintenant, les étudiants maintenant, quand on vient, le procès donne la route, fait la route pour les étudiants. C'est fini. Quand ils rentrent à la maison, c'est fini. C'est la même chose que pour la démocratie. Nous sommes là. Quand on dit chacun est libre, maintenant, chacun pense qu'il est libre et fait ce qu'il veut. Voilà, juste à ce qu'il dépasse maintenant la limite. Vous voyez un peu. Donc, ce sont ces choses qui sont bonnes en soi, mais qui sont très mal interprétées par les Africains. Donc, je suis aussi pour l'idée de, vous me connaissez déjà pour ça. Ah, et de nos jours, comment est-ce que le mouvement ou un socio-rifal a été organisé de manière à ce que ça puisse vraiment toucher toutes les couches? Voilà, ce mouvement est très organisé. Nous sommes en train de mettre en place des petites antennes par-ci et par-là. Déjà, nous avons occupé plusieurs villes en question, et nous avons même lancé un coup d'envoi du carnaval qui a été passé le samedi passé à Koya. C'était juste un essai, un coup d'envoi que nous avons lancé. Donc les prochaines étapes seront aussi plus mouvementées et plus médiatisé. Donc, nous sommes actuellement en train de mettre en place des antennes telles que à Farana, à Kankan, à Sigiri, à Bokeh, à Boufa, tous les cas. Donc, nous sommes en train de trouver des représentants qui sont déjà placés par là-bas et qui vont aussi créer d'autres mouvements qui seront adhérés, voilà, d'autres mouvements là-bas qui seront directement connectés au mouvement principal qui se trouve à Conakry ici. Donc, à chaque fois, nous avons des réunions où les représentants de ces mouvements viendront assister et débattre sur les idées et les solutions ou les. Est-ce que ce mouvement bénéficie du soutien des autorités? C'est pourquoi vous avez vu le coup d'envoi de Koya comme ça. Vous savez, j'ai une idée que souvent il y en a qui comprennent et d'autres ne comprennent pas. Et je suis quelqu'un
qui aime son indépendance. Ça veut dire actuellement, quand vous partez auprès d'une autorité, même s'il a la volonté de faire quelque chose, il a aussi déjà quelque chose, déjà c'est là. Ouais. Et nous ne sommes pas là pour ça. Nous sommes là pour une cause générale, pour un intérêt général. Donc, si nous mélangeons ces combats avec quelque chose qui n'est pas, qui est personnel, alors là, ça ne peut pas aller. Ouais. Donc, c'est pourquoi le mouvement, ça personnalise le combat. Le mouvement n'est pas soutenu. Le mouvement n'est pas soutenu. C'est pas soutenu. Nous faisons tout ce que nous faisons pour ça, ce mouvement, ça vient de notre propre force. Voilà, de ce que nous gagnons, de ce que nous arrivons à gagner par-ci et par-là, de la communauté. Comment vous faites particulièrement pour mettre de l'argent dans le combat? De quoi vous vivez qui vous permet de financer ça? Bon, déjà, moi, c'est comme j'ai dit, j'ai eu mon indépendance en 2007. En 2007, j'ai commencé, on m'appelait même Ayaïso. Ouais. Tu as appris à grouiller très tôt. Voilà, très tôt. On m'appelait Ayaïso, c'est-à-dire, j'ai fait ça. Même en ce moment-là, quand vous me posez la question de savoir qu'est-ce que j'ai fait, j'aurais la difficulté de vous dire exactement ce que j'ai fait. Vous voyez un peu, je suis par ici, je suis par là. Donc, à travers ça aussi, il y en a aussi qui veulent montrer leur générosité, qui sont à l'extérieur, nos frères qui sont à l'extérieur, qui disent, quand il y a un événement, on a ça. On va aussi vous aider, vous épauler avec ça. Donc, à travers tout ça là, avec ce que j'accumule ça et j'ai fait ce combat-là. Ok, quand tu dis que le Soussou, c'est le seul héritage que la Guinée ne partage avec personne, ça veut dire quoi exactement? C'est une idée très vague. Et pourquoi j'ai dit cela? Quand vous partez par exemple en France ou en France, lorsque deux Guinéens se retrouvent, on parle le Soussou. Quand vous partez aussi en France, lorsque vous voyez seulement un individu ou une personne parler le Soussou, vous dites directement c'est un Guinéen. On n'a pas besoin de dire à quelqu'un, lui là c'est ou c'est de quel pays. Dès qu'il parle seulement le Soussou, on dit c'est un Guinéen. Et aussi, lorsque nous sommes à l'étranger, pour montrer que nous sommes Guinéens, on parle le Soussou. Ouais. Vous voyez un peu. Donc, c'est quelque chose qui est déjà à nous. C'est propre à nous. C'est propre à nous. Tu ne peux pas parler le Soussou, on dit, lui les Maliens, lui les Burkinabés, tout et tout. Quand tu parles le Soussou, on dit... Directement, ça se reconnaît que tu viens de la Guinée. C'est l'identité de la Guinée. Donc, c'est l'héritage là, c'est le seul héritage que nous avons ici, à travers ça. Authentique, c'est guinéen. Ok. C'est quoi la charte de Kemekiria? Bon, la charte de Kemekiria, c'est la première déclaration des droits de l'homme après la charte de Kombi Salé. Okay. Vous voyez? Cette charte a été créée en 1777 par Manga Dantouma. Donc, la charte là regorge plusieurs articles que nous-mêmes nous employons aujourd'hui, nous utilisons aujourd'hui, sans le savoir. Ouais, au quotidien. Sans le savoir. Donc, comme je l'ai dit, tout récemment, la charte de Kemekiria c'était comme un livre qu'on enseignait dans le Laga. Vous voyez un peu. Donc, si vous prenez par exemple l'article chapitre 1, article 3, qui parle des récipients couverts. C'est-à-dire, on le dit souvent en famille. Et vous voyez, non? Donc, il fallait là-bas, tout le monde a le fait dans l'école. Vous voyez, non? C'est ici qu'on t'a enseigné dans le Laga, comme si tu ne connaissais pas ça. Quand tu disais ça à un Soussou, c'est-à-dire, c'est le premier pas vers la bagarre. Vous voyez un peu là? Bon, aujourd'hui, il y a des gens qui ont tendance à minimiser cela. Quand vous prenez aussi chapitre 3, article 25, qui dit par exemple, article 25, qui dit par exemple qu'il faut toujours prévoir un bol de surplus. Tu es Soussou, vous le savez, moi je le savais. Voilà, pour l'étranger. Lorsqu'une mère prépare, ils préparent toujours un plat spécial qu'elle laisse à la maison au cas où un étranger vient. Voilà, un étranger vient. C'est pourquoi souvent, lorsque les voyageurs se perdaient, ils cherchaient toujours des maisons, des familles Soussou. Ils savent qu'une fois dans les familles Soussou, vous allez trouver quelque chose, vous allez trouver du lit, vous allez trouver là où dormir, vous allez trouver quelque chose à manger. Vous voyez un peu. Donc là aussi a prévu tout ceci.
il y a un peu. Donc, il y a aussi l'article 10, parce que la charte là compose 100 articles. Ce qu'on appelle Kemekilia. Kemekilia, c'est 100. Kemekilia, 100 articles. Et chaque article, 100 chapitres, 10 chapitres. Et chaque chapitre comporte 10 articles. Donc, le tout, ça fera 100 articles. Ouais. Donc, l'article 10 de l'article du chapitre 1 parle de mensonge. C'est-à-dire, ne mentez pas. Le mensonge n'a jamais longue vie. C'est-à-dire, nous, on le dit en sous vous les moussungutuma. C'est-à-dire, quelle que soit la durée des mensonges, c'est le mensonge. Ouais. Vous voyez un peu. Ouais. Donc, c'est un peu ça. C'est une sorte très authentique, mais qui n'a pas bénéficié de la promotion. Vous savez, toujours, ce sont les vainqueurs qui racontent l'histoire. Ouais. Voilà. Les vainqueurs, ils écrivent l'histoire, ils racontent l'histoire. Pourquoi la charte n'est toujours pas reconnue par l'UNESCO? C'est ce que je suis en train de vous dire comme ça, là. En ce moment, nous sommes sur le point de, c'est pourquoi nous sommes en train de faire la promotion. Déjà, l'écriture sur Google traducteur. Il y a aussi des applications qui peuvent traduire la langue. La charte aussi est déposée. On est en train de, c'est en cours d'examen. Je suis en train de voir. Comme je l'ai dit, la charte n'a pas bénéficié des promotions, d'appui. Ouais. Vous voyez, d'accompagnement. Vous voyez, comme j'ai précisé aussi, ce sont les vainqueurs qui racontent l'histoire. Qui racontent l'histoire. Donc, moi, je suis là, pour moi, je suis vainqueur. Je ne raconte pas pour toi, je raconte pour moi. Donc, c'est un peu ça qui a été les freins pour le développement maintenant de cette charte. Mais aujourd'hui, de nos jours, les choses sont libérées. Maintenant, voilà. Donc, cette charte, elle est de 1077 ans. Et la charte de Kouroukanfouga est de 1236. C'est ça, non? 36 ans. Et pourquoi la charte 35, 36, oui. La charte de Kouroukanfouga, pourquoi elle a plus de visibilité que la charte de Kemekilia? C'est ce que je suis en train de vous dire comme ça. La charte n'a pas bénéficié de visibilité, de promotion et d'appui. Donc, après la bataille de Kilina, qui d'autres pensent qu'elle n'a pas eu lieu. Donc, il y a eu une charte qui a été établie dans l'appui du Mali. La charte qui est cette charte de Kouroukanfouga. Il y en a même qui disent que Kouroukanfouga là, c'est déjà un mot soso. Kouroukanfouga, Kouroukanfouga. Vous voyez un peu, parce que c'est les autres, ils n'ont pas le son H, le son H. Vous voyez, non? Alors que c'est la soso, on a tous les trois sons. C'est-à-dire, on peut parler dans le nez, sous la langue et dans la gorge. Donc, c'est les autres, il y en a pas. Quand vous prenez, par exemple, nos voisins, ils parlent, nous voisins de la cuisine forestière, et ils parlent dans le nez, et nos voisins de quelqu'un parlent aussi, sur la langue, et l'autre des autres aussi. Mais le sous-sous, quand tu dis, par exemple, dans le nez, tu dis, par exemple, nué. Vous voyez un peu nué, ça, tu as parlé un peu dans ta langue. Donc, Kouroukanfouga, c'est Kouroukanfouga. Vous voyez un peu, Kouroukanfouga. C'est-à-dire, ça te dit jusqu'à la vieillesse. Vous voyez un peu. Donc, c'est un peu ça. Mais la charte, ça a été établi par les vainqueurs. Donc, c'est cette charte-là qui a continué maintenant à être enseignée et à bénéficier maintenant des promotions et des appuis maintenant d'autres. Merci, c'était un plaisir de passer dans notre podcast. Quel est votre dernier message? Quel appel vous faites à tous les Guinéens qui ne sont pas dans le projet, mais que vous voulez inviter à rejoindre le combat? Voilà. D'abord, ce que je veux dire à tout le monde, je ne vais jamais arrêter de le dire. Le combat que je suis en train de mener, c'est un combat pour la Guinée. Et la langue Soussou que je défends aujourd'hui, c'est la langue des Guinéens. C'est notre identité. C'est comme maintenant une monnaie, c'est la langue de sens entre toutes les ethnies. Vous voyez un peu. Donc j'appelle tout le monde à s'unir. C'est pour la Guinée, c'est pour la paix, c'est pour que nous fondions un État-nation. Parce qu'en ce moment, nous ne sommes pas une nation. Parce que chacun parle ce qu'il veut, chacun dit ce qu'il veut. En fonction, chacun défend sa partie. Vous voyez, non, nous voulons voir une Guinée où tout le monde se voit comme une seule personne, tout le monde parle d'une seule langue, tout le monde se considère comme une seule personne. Donc c'est un peu ça. Merci Monsieur Aboubacar Camara. La famille, la communauté, on était avec un infographe, un promoteur de langue. Merci de suivre ce podcast. Continuez de vous abonner sur les différentes plateformes YouTube, Facebook, Instagram, TikTok.
Pour les gens qui ont une histoire passionnante, une histoire dissidente, une histoire intéressante, n'hésitez pas à nous contacter à travers ce mail. Racontez-nous votre histoire dissidente. Si elle est intéressante, on va vous appeler pour vous rejoindre et pour vous inviter dans notre podcast. C'est un podcast ouvert à toutes les personnes qui ont des histoires intéressantes. Merci. Au prochain épisode. Podcast Dissidence. Je suis dans le podcast Dissidence. Je suis dans le podcast Dissidence. Je suis dans le podcast Dissidence. Podcast Dissidence. Je suis dans le podcast Dissidence. Podcast Dissidence.